Le trou dans la couche d'ozone va-t-il augmenter? Il s'agit là d'une interaction pouvant paraître étonnante. Comment le changement climatique peut-il agir sur la couche d'ozone? Rappelons tout d'abord que le changement climatique et le trou dans la couche d'ozone sont deux processus provoqués par des causes bien distinctes. Rappelons aussi que nous parlons ici de l'ozone stratosphérique, c'est-à-dire du bon ozone, celui qui se trouve dans la stratosphère entre 10 et 30 km au-dessus de nos têtes. La couche d'ozone ne mesure bien sûr pas 20 km d'épaisseur, et en fait il ne s'agit pas d'une couche, comme d'une couche de neige par exemple, mais juste d'une concentration supérieure en ozone à ces altitudes que ailleurs dans l'atmosphère. Voir le graphique ci-dessous. On voit la pression partielle d'ozone en millième de millibar, l'axe horizontal en fonction de l'altitude, l'axe vertical de droite. La pression atmosphérique totale à l'altitude considérée est indiquée sur l'axe de gauche en millibars. Les trois couches représentent la concentration d'ozone pour 3 années différentes. On constate facilement que la proportion de l'ozone dans l'air n'excède pas 0,5%, un peu mince pour une vraie couche. On constate aussi qu'au fil du temps, l'ozone diminue en altitude, mais augmente près du sol. Pour en revenir à l'action possible du changement climatique sur la raréfaction de cet ozone, le système de domino fonctionne de la façon suivante. Certaines émissions humaines, les CFC, dégradent l'ozone stratosphérique, celui de la fameuse couche d'ozone, à cause du chlore que ces composés libèrent dans la haute atmosphère. Il s'agit d'un phénomène se produisant en permanence. Mais ce phénomène peut se trouver particulièrement amplifié au printemps au-dessus des pôles sud, et cause alors le fameux trou d'ozone. Les raisons sont les suivantes. Lorsque le pôle sud est plongé dans la nuit de l'hiver austral, les CFC ne sont plus dégradés par les ultraviolets du soleil au-dessus de cette zone. Voir les explications sur cette autre page sur l'ozone. Pendant cet hiver, les températures descendent très bas, de l'ordre de moins 80 degrés dans la stratosphère, ce qui permet l'apparition de nuages formés de petits cristaux de glace, les nuages stratosphériques polaires. Cette glace n'est pas pure, mais contient également de l'acide sulfurique ou nitrique. Les cristaux servent alors de catalyseurs et permettent aux CFC de libérer leur chlore sous des formes qui n'agissent pas directement sur l'ozone. Ce processus se poursuit pendant tout l'hiver austral, tant qu'il y a des fameux nuages stratosphériques polaires. Pendant l'hiver austral, l'air qui surmonte le pôle forme une espèce de grand tourbillon, le vortex, qui bloque la communication entre l'air qui s'y trouve et le reste de l'atmosphère. De la sorte, l'accumulation de chlore reste confinée au-dessus du pôle. Lorsque le soleil réapparaît au printemps austral, les ultraviolets dissocient d'un coup tous les composés chlorés accumulés pendant l'hiver austral, libérant alors le chlore sous forme atomique, lequel attaque immédiatement l'ozone stratosphérique, dont 90% peut disparaître en quelques semaines. Or, si l'effet de serre augmente, cela augmentera la température de la partie basse de l'atmosphère, mais diminuera corrélativement l'apport d'énergie de la stratosphère, qui va avoir tendance à se refroidir en moyenne et en particulier va atteindre plus tôt dans l'hiver austral les températures très basses. Sur ce graphique ci-dessus, on voit l'évolution des températures dans l'atmosphère en fonction de l'altitude et de la latitude et de la période. Pour le scénario 1.1b, soit environ un doublement des émissions entre 2000 et 2100, sur 3 périodes différentes. L'axe horizontal donne la latitude, c'est-à-dire l'équateur est à 0, les pôles à 90, nord et sud. L'axe vertical indique la pression en hectopascal qui décroît quand on s'élève. La stratosphère débute environ à 200 hectopascales, un peu moins à l'équateur, et à 0, on est sorti de l'atmosphère. Plus on va vers le rouge, et plus cela se réchauffe. Et plus on va vers le bleu, puis violet, et plus cela se refroidit. On voit clairement que les plus hautes couches de l'atmosphère se refroidissent partout au cours du temps. En particulier, le réchauffement climatique refroidira de plus en plus la stratosphère au-dessus des pôles. Cela peut donc entraîner une augmentation de la période où l'accumulation de chlore sera possible, et par contre-coup, une diminution accrue de l'ozone stratosphérique au moment du printemps austral. Et surtout, un tel phénomène pourrait voir le jour au-dessus du pôle Nord, où la température de la stratosphère commence à descendre suffisamment bas l'hiver pour permettre l'apparition de nuages stratosphériques qui constituent un catalyseur indispensable. Si un tel trou se manifestait au-dessus du pôle Nord, ce pourrait être plus ennuyeux pour les hommes et les animaux terrestres, car les moyennes latitudes australes sont peu dotées de terres émergées, comportant juste quelques millions de Néo-Zélandais, d'Argentins de la Terre de Feu,
alors que les moyennes latitudes de l'hémisphère nord hébergent 1 milliard d'individus. Mais puisqu'il est maintenant interdit de produire des CFC, y a-t-il encore de ces composés dans l'atmosphère? Hélas, oui. Les CFC ont une durée de vie très longue, quelques dizaines et des centaines d'années. Et la concentration des CFC est encore proche du maximum jamais atteint. En outre, on trouve un peu de chlore dans la stratosphère de manière parfaitement naturelle. Sur ce graphique, on voit les concentrations en CFC11 dans la troposphère. La troposphère est la plus basse couche de l'atmosphère, celle qui est en contact avec le sol, et se termine au démarrage de la stratosphère. Le CFC11 est le deuxième le plus important dans l'air. Nous sommes toujours près du maximum dans la troposphère, et par suite du délai qui sépare le maximum dans la troposphère du maximum dans la stratosphère, car il faut un temps pour que ces molécules lourdes diffusent dans la stratosphère, la concentration stratosphérique continue de croître. Par un effet domino, on voit donc que le changement climatique risque donc d'entraîner une diminution supplémentaire de la couche d'ozone. Il faut savoir que, cas extrême impossible à l'horizon de visibilité heureusement, si la couche d'ozone disparaissait totalement, toute vie terrestre évoluée finirait probablement par être rapidement éradiquée ailleurs que sous l'eau.